raz-de-marée en Camargue, reprise des incendies dans le Midi et en Corse, la France est toujours sous l'influence de la tempête. Après la catastrophe ferroviaire de Flaujac, le ministre des Transports demande un renforcement des équipements de sécurité dans les trains. Grève générale à la télévision britannique demain, les journalistes protestent contre une pression de Margaret Thatcher. Football, ce soir, Sochaux rencontrait Bastia, un match disputé sous la pluie battante, des images en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les incendies de forêt font encore la une de l'actualité ce soir. Dans le Var, un pompier est mort cet après-midi en luttant contre un feu dans la région de Sainte-Maxime. Mais c'est en Corse et surtout en Haute-Corse que la situation s'est le plus aggravée aujourd'hui. En fin d'après-midi, la ville de Bastia était menacée et celle d'Aléria était cernée par les flammes. Le reportage de FR3 Corse. PC-feu débordé, foyers en reprise un peu partout en Haute-Corse, le vent qui souffle en rafale depuis la mi-journée n'a laissé qu'un court répit à tous les sauveteurs présents sur le terrain. Dans le Cap, Cisco a de nouveau été la proie des flammes et un front d'incendie de 2 à 3 km se rapproche d'Herbalongue. Pendant ce temps, en Valagne, à Calvi et à Belgodère, plusieurs incendies se sont à nouveau déclarés. Le Cortenay n'est pas épargné, mais c'est sur la commune de Ghisogne que la plus grande offensive a été déclenchée, puisque l'on a dû successivement évacuer les hameaux de San Polo puis de Saint-Antoine, alors que sur la route de Vezzagne, le hameau d'Aguerri était à son tour évacué, ainsi que Salastrac au puis Quinzena. À 18h, c'est le hameau de Maison Pirage qui était gagné par les flammes. Plusieurs incendies encore sur la commune d'Aléria, pendant qu'à Bastia, en fin de journée, le feu se propageait au cœur même des quartiers sud de Montesoro. La situation est donc partout alarmante en Haute-Corse et la météo laisse entendre que le vent ne tombera pas avant demain soir, accompagné de pointes de 130 km/h. Voilà, nous venons de recevoir un coup de téléphone précisément de la préfecture des Hauts-de-Corse qui nous signale que la situation s'aggrave. Le vent souffle à plus de 100 km/h et rappelle les précautions élémentaires qu'il faut prendre. Fermeture des portes et des fenêtres et arrosage des habitations et des abords. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu plus de victimes. C'était la réaction unanime aujourd'hui au Sainte-Marie-de-la-Mer après le raz-de-marée qui s'est abattu la nuit dernière sur la côte de Camargue. Le bilan définitif est de 1 mort et 12 blessés légers. Phénomène imprévisible, a déclaré Haroun Tazieff, en tout cas un phénomène qui a fait de gros dégâts. Hélène Rizacher. La Camargue aujourd'hui, après les 2 grosses vagues de plus de 2 mètres de haut déferlant sur 15 km de littoral entre Sainte-Marie-de-la-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Ce raz-de-marée survenu la nuit dernière, entre 23h30 et 1h, a troublé le sommeil de 1200 personnes, pour l'essentiel des campeurs sauvages, installés dans une zone interdite, insuffisamment équipée. Affolés par l'eau qui monte, pieds nus, on abandonne caravanes, tentes, voitures, pour se réfugier sur des bancs de sable, en attendant les secours, arrivés très vite. J'ai eu peur. J'étais en train de parler avec on venait juste de faire connaissance avec des voisins. Et on parlait et d'un coup on entend un grand bruit contre la tente et de l'eau qui rentrait, on ne pouvait plus ouvrir la tente, on a foncé, on est parti de tous les côtés, tout. Pompiers, médecins, gendarmes, plongeurs, ils ont été plus de 600 à organiser les secours pendant toute la nuit. À Salins-de-Giraud, le gymnase est transformé en refuge où les sinistrés reçoivent des couvertures et une boisson chaude. Bilan de cette nuit, une jeune fille noyée et une dizaine de personnes blessées et hospitalisées. Aucun tremblement de terre sous-marin n'a été enregistré ces dernières heures. Ce raz-de-marée serait donc un phénomène météorologique, c'est ce qu'ont déclaré les spécialistes au ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, qui s'est rendu sur les lieux ce matin. Il y a une dépression qui s'est formée, une dépression de petit diamètre, vraisemblablement, avec des vents assez violents. Et cette dépression a en quelque sorte aspiré la surface de la mer du fait qu'elle appuie moins sur la mer qu'un anticyclone, une pression normale. Et les vents ont certainement contribué à agrandir, à amplifier ce phénomène. Quand la dépression s'est retirée, la surface de la mer qui n'était plus aspirée, l'effet s'est retrouvé annihilé et la mer, par un mouvement de balancier, est venue se propager sur la surface de la côte. La deuxième hypothèse, c'est la génération de vagues extrêmement fortes dues à des conditions de vent locaux extrêmement forts et ces vagues sont venues déferler sur la côte très plate de la Camargue. Analogue à un mini-cyclone, un tel phénomène atmosphérique n'est pas rare dans la région camarguaise. Mais cette fois, il a pris une ampleur qui aurait pu tourner au tragique. En l'absence de tout relief, les vagues déferlantes n'ont pu être arrêtées et la mer a avancé de 800 mètres à l'intérieur des terres.
Les campeurs ont donc retrouvé leurs affaires noyées dans une eau grise, alors que paradoxalement, le vent fauteur de troubles cette nuit a largement redégagé la plage cet après-midi. Et puis cette histoire liée toujours au mauvais temps, un père et son fils âgés de 12 ans ont passé 26 heures agrippés à leur canot pneumatique qui s'était retourné dans la Manche. Ils étaient partis de Dieppe en Seine-Maritime et ce sont des sauveteurs du Pas-de-Calais qui les ont recueillis complètement épuisés mais indemnes. On le voit, le mauvais temps sévit dans pas mal de régions en France. Le point avec Véronique Bonnet-Nora. Dans la Manche et l'Atlantique, après une nuit de tempête, ce matin, le vent soufflait encore à 70 km/h avec des rafales à 100 et même 110 km à la pointe du Raz en Bretagne. Force 9 à 10 pour les bateaux restés en mer la nuit dernière. Pas de naufrage signalé pourtant. Dans les Pyrénées, la neige est tombée cette nuit à plus de 1800 mètres et il faisait moins 5 degrés. Le pic du Midi est recouvert par 5 cm de neige. Même situation cet après-midi à 1200 mètres au barrage du Cap de Long. Pour la météorologie nationale, ce temps n'est pas exceptionnel. Pour les montagnards non plus, qui affirment neige début août, beau temps assuré pour le reste du mois. Espérons-le. En tout cas, cela m'amène à vous parler du temps qu'il fera demain. Dans l'ensemble, ça ira un peu mieux. Il y aura moins de pluie, moins de nuages et moins de vent. Au sud d'une ligne La Rochelle-Mulhouse, il fera beau et le soleil brillera. Au nord, en revanche, le ciel restera très nuageux, en particulier près de la Manche. Il neigera encore au-dessus de 2000 mètres et le Mistral ne faiblira que l'après-midi. Les températures remonteront surtout dans le sud du pays. À Cahors, le chef de gare responsable de la catastrophe ferroviaire de Flaujac a été inculpé aujourd'hui d'homicide et blessures involontaires. Il a été laissé en liberté provisoire. D'autre part, on connaît maintenant le bilan définitif de l'accident. Il est de 33 morts et non pas de 35, comme on l'a cru un moment. À Paris, enfin, en présentant cet après-midi les premiers résultats de l'enquête qu'il avait demandé, Paul Quillès a invité la SNCF à faire un effort supplémentaire pour renforcer la sécurité. Il faut que des dispositifs nouveaux soient mis en place sur les petites lignes, à l'exemple de ce qui se fait sur les lignes à forte circulation. Malheureusement, ces dispositifs coûtent cher et on ne peut pas les mettre en place rapidement. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la SNCF d'entreprendre rapidement une étude permettant l'adaptation des systèmes de radio entre le sol et les trains qui existent sur les lignes à grande circulation, adaptation aux lignes uniques du type de celles d'acier. Pour l'instant, seulement 3000 km de grands axes, et notamment le TGV, sont équipés de ce système de liaison radio entre les gares et les trains. 400 km supplémentaires étaient prévus pour l'an prochain, mais Paul Quillès a demandé ce soir à la SNCF de doubler son effort. Pour les 6500 km de voies uniques dépourvues de toute signalisation, l'expérimentation d'un système radio adapté, sans doute moins cher d'ailleurs que sur les grandes lignes, devrait être présentée avant 6 mois par la SNCF. C'est une mesure qui nous semble aller dans le bon sens. Mais j'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Quillès. Il a parlé du prix que représentait la mise en place de ces installations. 200 000 francs kilomètre. Oui. Nous ne traduisons pas la vie des gens en termes de rentabilité financière. Il y a par contre, dans la mise en application de ces mesures, me semble-t-il, un certain laps de temps qui va s'écouler. Et nous sommes persuadés qu'on peut déjà très rapidement mettre en place d'autres systèmes et d'autres mesures qui pourraient pallier à la défaillance de l'agent, en l'occurrence notre camarade Yves Samas. Il n'est pas question de charger un homme dont on devine l'état psychologique, déclarait tout à l'heure Paul Quillès. On est bien sûr d'accord autour de cette petite gare d'acier, mais on ajoute que la ligne Brive-Rodez mériterait au moins d'être prioritaire pour l'équipement radio. La douleur ici est immense. À Cap-de-Nac, on enterrait cet après-midi 2 des agents SNCF tués samedi dans la catastrophe. Cap-de-Nac, une cité de 6000 habitants qui a grandi autour de sa gare de triage, à la jonction de la ligne qui file sur Toulouse. Chez les cheminots du Lot, on pleure les morts de Flaujac, mais on n'oublie pas de dire à Yves Saliens qu'il n'est pas seul dans sa détresse.
En Nouvelle-Calédonie, pour la première fois depuis bien longtemps, des Kanaks et des Caldoches se sont rencontrés et ont discuté. Cette réunion, qui fait figure de véritable événement, a eu pour cadre la mairie de Thio. Thio, lieu symbolique avec sa mine de nickel et les affrontements qui s'y sont produits tout au long de la crise. Francine Raymond. Sur ces images, les derniers incidents qui ont eu lieu à Thio. Ils remontent à mercredi dernier. On y voit les Kanaks de la tribu de San Filippo opposés aux forces de l'ordre. Incident qui avait entraîné la fermeture de la mine de nickel. Depuis mercredi, le calme est revenu à Thio. Le travail a repris à la mine. Mais cette fois, indépendantistes et anti-indépendantistes acceptent de se parler. On va écouter les étrangers, ce qui viennent d'ailleurs. Pour discuter avec les étrangers, comme dit cet homme, il fallait un lieu neutre. On a donc choisi la mairie de Thio. Après un rendez-vous manqué le matin, la rencontre est repoussée au début de l'après-midi. Derrière le bureau s'assoient les Kanaks, le long du mur, les Caldoches. L'ordre du jour, c'est l'avenir de Thio. La population est là pour écouter ce que vous pensez de l'avenir de Thio. Les vieilles rancœurs ne manquent pas de remonter à la surface, mais le règlement de compte est évité et le dialogue peut avoir lieu. C'est à nous à faire l'effort de s'entendre et de se donner la main. Mais pas seulement se donner la main pour dire un bonjour comme on le fait dans le passé. Il faut maintenant changer la mentalité. Il faut changer cette mentalité et dire bon, on part du bon train, on part du bon pied, on est amis et on travaille ensemble. Je pense que c'est cela qui fait. Lorsqu'on travaille déjà dans la région qui nous a vu naître, je pense qu'on peut se mettre à la place de la population. Ils préféreraient sans aucun doute que tout revienne dans le calme et que bon, les pourparlers engagés aboutissent sur quelque chose de concret. Ça devrait pouvoir s'arranger, on le souhaite tous, pour les enfants, pour leurs familles, pour la SLN et puis pour la vie de ce pays. Le sénateur Gilbert Baumet quitte le groupe des non-inscrits et rejoint le RPR. Cette information, publiée ce matin par le journal officiel, a fait sursauter les observateurs politiques. C'est qu'en effet, il y a encore 3 ans, Gilbert Baumet, qui est aussi président du Conseil général du Gard, était au Parti socialiste. Il faut dire aussi qu'il en a été exclu pour désobéissance. Exclu depuis 1982 du Parti socialiste, j'ai toujours, au niveau de ce département, mené une action au service de l'intérêt général de toutes et de tous. Malheureusement, le sectarisme de l'appareil du Parti socialiste a continué de sévir dans ce département. Récemment, dans l'élection de Sommières, où, après l'exclusion de Charles Bouet, c'est la suspension de tous les conseillers généraux qui ont participé à cette élection. Parallèlement, la politique menée par le gouvernement actuellement m'a déçu, a déçu mes espérances, mais également les espérances d'une fraction de plus importante de la population. Ceci dans divers domaines que je citerai simplement, l'emploi, les nationalisations, la politique de la presse, la politique sociale, etc. Nouvelle bouffée d'oxygène pour la construction navale française. La société Alstom a annoncé aujourd'hui qu'elle venait de recevoir la commande d'un pétrolier de 32 000 tonnes. Ce bateau sera construit par les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire et livré en 1986. À la Bourse de Paris, le dollar est remonté aujourd'hui. Il cotait 8 francs 65 contre 8 francs 59 hier. En revanche, la livre a brutalement baissé de 11 francs 81 à 11 francs 70. Demain, les 56 millions de téléspectateurs britanniques risquent fort d'être privés de leurs informations à la télévision. À l'origine de cette grève générale de 24 heures, l'annulation d'une émission consacrée à l'Irlande du Nord, et cela sous la pression directe du gouvernement de Margaret Thatcher. Émilie Rafoul. Ce sera bien la première fois de toute l'histoire de la BBC. Pas la première grève, bien sûr, mais une telle mobilisation pour des motifs exclusivement déontologiques. À l'unanimité, tout le personnel de la BBC, des milliers de journalistes et de techniciens, ont décidé de ne pas travailler demain au nom de leur sacro-sainte crédibilité professionnelle. L'objet du litige, un magazine d'information sur l'Irlande du Nord, d'abord programmé, puis annulé à la demande du gouvernement de Mme Thatcher. La décision a été prise par le conseil d'administration de la BBC, une instance intermédiaire entre la chaîne de radio-télévision et le pouvoir. Expressément visée par les attaques gouvernementales, l'interview dans l'émission de Martin McGuinness. Martin McGuinness, catholique républicain, est le représentant à l'Assemblée d'Irlande du Nord du mouvement Sinn Féin, une organisation légale mais soupçonnée d'être liée à l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Une interview de nature à servir la propagande terroriste, selon les termes du ministre de l'Intérieur de Mme Thatcher.
Ingérence inacceptable, ont estimé les personnels de la BBC, rejoints en cela par la plupart des radios et télévisions commerciales, qui cesseront également le travail demain afin, disent-ils, de mettre des barrières pour ne pas être les prochains censurés. Tous demandent la diffusion du magazine, quitte à la sortir d'une table ronde ou d'en modifier certains détails. Mais derrière l'épreuve de force engagée entre les grévistes défendant leur indépendance et le conseil d'administration qui ce soir encore maintenait son interdiction, certains journalistes britanniques n'hésitent pas à dire que le véritable problème posé est celui d'un débat public sur l'Irlande du Nord. Nouvelle forme d'attentat suicide au Liban. Ce matin à Asbaya, dans le sud du pays, un mulet chargé de 200 kg d'explosifs a sauté à quelques mètres du quartier général des forces israéliennes. L'homme qui conduisait le mulet est mort dans l'explosion, mais il ne semble pas qu'il y ait eu des victimes côté israélien. À Casablanca, demain va s'ouvrir un nouveau sommet arabe organisé par le roi du Maroc Hassan II. D'ores et déjà, plusieurs pays ont décidé de ne pas y participer, en particulier la Syrie et l'Algérie. Cela risque bien sûr de peser sur les discussions qui porteront notamment sur la question palestinienne, et on peut se demander si ce sommet ne va pas surtout consacrer, une fois de plus, la division du monde arabe. Gilles Dujonchet. Tenter de recréer l'union et la cohésion des pays arabes, comme au sommet de Fès il y a 3 ans, peut paraître une vraie gageure. On se souvient qu'à l'issue de ce sommet, en septembre 82, les dirigeants du monde arabe avaient adopté une résolution offrant de reconnaître l'État d'Israël, en échange de quoi l'État juif devrait accepter la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem pour capitale. Mais aujourd'hui, bien des choses ont changé. Parce qu'une véritable guerre ouverte oppose 2 fortes personnalités du monde arabe, le président syrien Hafez el-Assad et le chef de l'OLP, Yasser Arafat. La Syrie, il faut le savoir, a toujours considéré que sa zone d'influence naturelle s'étendait au Liban, à la Jordanie et à l'ancienne Palestine. Elle veut pouvoir y contrôler tout ce qui s'y passe. Yasser Arafat, ne voulant pas s'y résoudre, il se vit purement et simplement expulsé de Damas, c'était le 23 juin 83. Réplique du chef de l'OLP, il signait avec son ennemi d'hier, le roi Hussein de Jordanie, le 11 février dernier, l'accord d'Amman qui prévoit l'autodétermination du peuple palestinien dans le cadre d'une confédération avec la Jordanie. Seule formule permettant à leurs yeux d'assouplir la position du gouvernement américain en vue d'un règlement pacifique du problème palestinien. On connaît la suite. Fin mai, le président syrien lançait le mouvement chiite libanais Amal à la conquête des bastions palestiniens d'Arafat dans la banlieue de Beyrouth. C'est alors que le roi du Maroc entrait en scène et proposait d'abriter chez lui un nouveau sommet arabe. Mais ce faisant, il a encore plus accentué les clivages. Faisons le compte. La Syrie a dit qu'elle n'ira pas, entendant régler le problème palestinien à sa guise. Le Liban, qui n'a plus de diplomatie autonome, a suivi. De même, le Yémen du Sud, par fidélité au pays de l'ancien camp dit de la fermeté. L'Algérie aussi s'abstiendra parce qu'elle y voit une manœuvre visant à isoler la Syrie. D'autres n'y enverront que des émissaires, mais pas leur chef d'État. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, de la Libye et de l'Irak. Alors que cherche le roi du Maroc en maintenant malgré tout ce sommet? Seuls parmi les ténors, la Jordanie et l'OLP de Yasser Arafat en sont d'ardents partisans. Et aussi, paradoxalement, l'Égypte, qui en est d'office exclue en raison de sa participation aux accords de Camp David en 1977. Serait-ce, devant ce climat déchiré, pour favoriser un pas de plus sur la voie de sa réintégration que roule le Maroc? En Afrique du Sud, la police aurait arrêté plusieurs membres de la famille de Nelson Mandela, le leader anti-apartheid. C'est son avocat qui a révélé ces arrestations. Je vous rappelle que Nelson Mandela est en prison depuis 22 ans. 40 ans, jour pour jour, après l'explosion de la première bombe atomique à Hiroshima, des cérémonies de souvenirs se sont déroulées un peu partout à travers le monde. La plus émouvante a eu pour cadre les lieux mêmes où 140 000 personnes sont mortes le 6 août 1945. C'est le Premier ministre japonais, Yasuhiro Nakasone, qui présidait cette commémoration. Dans son discours, il s'est engagé à travailler pour l'abolition définitive des armes nucléaires. Toute la population d'Hiroshima a observé une minute de silence et le glas a sonné 7 fois. Sport à présent, il y avait un match de football ce soir. Ce match comptant pour le championnat de France de première division opposait les équipes de Sochaux et de Bastia. Sochaux a gagné. Le résumé de la rencontre, Daniel Leclerc.
Il a fallu attendre près d'une heure de jeu pour voir enfin le match s'animer. À la suite d'une erreur de la défense bastiaise, récupération Ruti et but de Lada. 1-0 pour Sochaux, le ralenti pour apprécier le sang-froid et la technique de Lada. Un petit crochet et premier but de la partie, malgré la sortie de Linarzik, le gardien bastier. Lada va d'ailleurs récidiver 4 minutes plus tard. Il est au départ de l'action. Centre de Lucas, reprise de Lada et 2-0 pour Sochaux. En fin de partie, les Bastiais ont eu moins de réussite. Après un tir sur la transversale, c'est Thierry Meyer qui tire sur le poteau. On en reste là. Victoire de Sochaux 2-0 pour Bastia, Lanterne Rouge. C'est déjà la cote d'alerte. Pour terminer ce journal, je vous invite à regarder des images qui viennent tout juste de nous parvenir de la base d'Edwards en Californie. Il s'agit bien sûr du retour de la navette spatiale Challenger, un retour en douceur qui contraste avec les difficultés que le vol avait connues au début de la mission. Avant de redescendre sur Terre, les 7 astronautes ont procédé à leur dernière expérience sur l'ionosphère. Ce soir, Challenger ramène avec elle des milliers de photographies et 45 heures d'enregistrement vidéo qui devraient permettre de mieux connaître le Soleil, les galaxies et les gaz de la haute atmosphère. Le prochain vol d'une navette est prévu maintenant pour le 24 août. Des images toujours très belles. Elle terminait ce journal. Demain, nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, à 21h35. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres que nous avons développés ce soir. À demain, très bonne fin de soirée. Raz de marée en Camargue, incendie dans le Midi et en Corse, la France toujours sous la tempête. Plus d'équipements radio dans les trains, c'est le vœu de Paul Quillès après la catastrophe de Flaujac. Grève à la télévision britannique demain, le personnel proteste contre une pression du gouvernement et l'annulation d'une émission sur l'Irlande du Nord.